à tous et bienvenue. Les câbles qui sillonnent le fond des océans sont devenus vitaux dans nos vies numériques. Ils sont au cœur d'enjeux à la fois techniques, économiques et géopolitiques. Décryptage dans Ça fait l'actualité. Comment fonctionne cette technologie? Les explications de Sédou Ouattara. Les câbles sous-marins sont des tentacules qui permettent le fonctionnement de plus de 90% des liaisons intermondiales. Sans elles, aucune donnée ne pourrait transiter des serveurs à nos appareils et inversement. Surnommées les autorités de l'information, on en dénombre 450 à l'aube 2022. Cette infrastructure physique permet au monde virtuel d'exister. Chaque like, mail envoyé ou vidéo regardée est transformé en signal naviguant depuis nos appareils jusqu'à des centres de données grâce à ces câbles. Un câble contient plusieurs paires de fibres optiques permettant la transformation d'informations par plusieurs pulsions de lumière. Cette infrastructure physique déployée sur des milliers de kilomètres entre plusieurs pays n'est alors pas sans impact. Lorsque l'on plonge dans ces réseaux amphibies, une question apparaît. Quel est l'impact de tous les cycles de vie de ces installations? Écouter de la musique, regarder des vidéos et communiquer avec le reste du monde, cela est possible grâce à un réseau de câbles sous-marins qui serpentent au fond des océans et transmettent images et sons à la vitesse de la lumière via des faisceaux de fibres de verre aussi fins que des cheveux, mais longs de milliers de kilomètres. Ces câbles aussi épais qu'un tuyau d'arrosage sont des merveilles de haute technologie. Pourtant, ces câbles sous-marins sont aussi étonnamment rudimentaires. Ils sont enduits de goudron et déroulés par des navires selon le même procédé que celui utilisé dans les années 1850 pour poser le premier câble télégraphique transatlantique. Alors, comment ça marche? Comment cette technologie impacte nos vies? Et quels sont les enjeux autour des câbles sous-marins? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir M. Lassina Koné, PDG de Smart Africa. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Mégier. Alors, on attribue la paternité d'Internet à une équipe de chercheurs au Pentagone. Alors, quelles ont été depuis les grandes étapes du développement d'Internet? Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce podium. Les débuts de l'Internet, au fait, ça a été créé par l'équipe de la défense qu'on appelle l'équipe DARPA américaine et qui ont posé, bien sûr, les fondamentaux de l'Internet, qui est le TCP/IP. Chaque élément, chaque équipement que vous utilisez sur Internet aujourd'hui a une IP dédiée à ça. Et à partir de là, c'était basé au départ par rapport aux clients et serveurs, c'est-à-dire dans un réseau bien contrôlé. Et à partir de là, pour faire l'expansion de l'Internet, par exemple, couvrir d'autres pays sur le plan national, régional, alors il y a d'autres couches qui sont rentrées en jeu, qui est maintenant l'infrastructure, data center, les paiements, les identifications, ainsi de suite. Donc c'est parti à partir de là jusqu'à nous sommes arrivés où nous sommes aujourd'hui, où l'Internet, surtout la connectivité, n'est plus dominée seulement par les entreprises, mais surtout la connectivité est dominée aussi par les câbles sous-marins et les satellites. Alors, comment Internet a changé le monde d'aujourd'hui sur le plan économique, social et stratégique, géostratégique même? Mais aujourd'hui, on vit tous les jours de l'Internet. Il n'y a pas un jour que vous pouvez vivre sans passer par l'Internet, que ce soit votre compte bancaire, que ce soit travailler à distance, que ce soit la communication transatlantique, que ce soit voyager par avion ou alors par train, ou alors même voyager par le transport en voiture pour vous géolocaliser. Alors on ne peut rien faire sans Internet. C'est devenu vital. C'est vital. Et moi, je dirais que c'est un droit humain. Ouais. Alors, il fut un temps, justement, où l'on associait Internet aux satellites avant l'expansion des câbles sous-marins. Qu'est-ce qui différencie finalement ces deux technologies? Et la différence entre les satellites et les câbles sous-marins, les satellites, le déploiement est très rapide. Et la couverture peut être très vaste. Par exemple, si vous prenez, il y a 3 catégories de satellites. Il y a les géostationnaires, il y a les MEO qui sont à hauteur moyenne, et puis il y a les LEO. Les LEO, ça, on a vu l'avènement de la prolifération ces temps-ci avec les Starlink et tout ça. Le déploiement est très rapide, et ça peut être très coûteux aussi. Mais les fibres optiques ont une très grande capacité, plus que les satellites.
C'est plus performant, vous voulez dire? C'est plus performant en matière de rapidité, surtout de latence. La latence au niveau de satellite, c'est à peu près 525 millisecondes. Donc, ce qui veut dire que les satellites n'est pas vraiment fait pour les applications qui sont constamment en ligne et qui, fibre optique, pratiquement, il n'y a pas vraiment de latence. Et donc, fibre optique est plus rapide, il n'y a pas de latence, et c'est aussi coûteux pour déployer, et ainsi de suite. Mais il faut reconnaître que la connectivité ne peut jamais être à 100% fibre, parce qu'il y a des endroits, on ne peut jamais déployer fibre optique, et ça ne peut que passer par le satellite. Donc, vraiment, quand on voit la vue globale, c'est une complémentarité entre satellite et fibre optique. Donc, encore aujourd'hui, on utilise le satellite, mais à une proportion plus... des zones montagneuses, ainsi de suite, reculées. Par exemple, un pays comme les pays du Sahel, par exemple, dont on a à peu près 1 300 000 km² de superficie, avec une densité de 6 personnes par kilomètre carré. Mais ça ne justifie pas le déploiement des fibres optiques. On ne peut passer que par satellite, par exemple. D'accord. Mais les câbles sous-marins, justement, sont vitaux, vous l'avez dit, au commerce et communication mondiale, acheminant plus de 99% du trafic entre les continents. Pourquoi cette concentration? Puisqu'on se demande si stratégiquement, ce n'est pas dangereux de tout concentrer sur cette même technologie, au cas où il y a une défaillance totale. Déjà, est-ce possible? Absolument. Mais à la longue, il faut le dire que pour vivre vraiment une expérience de la grande bande passante, ça s'est passé par satellite, par fibre optique. Et satellite, je dirais, pas forcément les réseaux mobiles. Mais pour parler de cela, il faut déjà qu'on plante un peu le décor. Vous voyez le citoyen lambda qui est assis à la maison, qui a un cellulaire, il a accès à Internet, Facebook et tout ça. Qu'est-ce qu'il a à voir avec le câble? En fait, il faut savoir que les citoyens se trouvent dans les catégories qu'on appelle les derniers kilomètres. Et kilomètres intermédiaires, c'est les opérateurs et les data centers et aussi les câbles sous-marins. Premier kilomètre, ça, c'est les grands serveurs qui se trouvent à Londres, aux États-Unis, au Canada, ainsi de suite. Alors, tout est lié. Normalement, au niveau des kilomètres intermédiaires, qui est les opérateurs et les data centers, on doit diversifier la connectivité, la redondance. Et la redondance pour éviter d'avoir un point unique de défaillance. Quand il y a défaillance au niveau des câbles sous-marins, automatiquement, on doit basculer sur les satellites. Et ça, c'est des trucs... C'est un peu comme l'énergie, il nous faut un mix. Il faut toujours un mix. Un mix. Il faut toujours un mix, qui a déjà toujours été le cas. Mais une concentration de plus de 90% aujourd'hui sur les fibres optiques, c'est quand même un peu dangereux. Ah. Alors, qu'en est-il finalement de l'architecture Internet en Afrique? L'architecture Internet en Afrique, nous vivons la conséquence de certaines décisions. Et comme je l'ai toujours dit, le cadre réglementaire fait ou défait un pays, le cadre réglementaire fait ou défait une nation, le cadre réglementaire fait ou défait un continent. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Il y a tous et à peu près plus de 20 câbles sous-marins qui sont autour du continent africain. On a plus de 500 terabits, qui est très grand, mais l'usage est moins de 15%. Pourquoi? Parce que le cadre réglementaire, pour pouvoir faire une grande prolifération de broadband, de la grande bande passante à la population, c'est le cas d'usage. Vous allez voir les opérateurs qui sont les revendeurs de ces capacités à travers les opérateurs mobiles ou bien les failles, les fournisseurs d'accès à l'Internet. Quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, il faut voir, pas seulement, il faut voir le taux d'usage. Le taux d'usage, c'est-à-dire combien de personnes vraiment utilisent l'Internet, et il faut voir la couverture de la population en matière de la connexion. On parle souvent de taux de pénétration. Exactement, c'est ça. Vous voulez dire que le nôtre, il est faible? Non, le taux de pénétration, taux de pénétration du réseau, ça veut dire le réseau est disponible dans quelle région et combien de régions. Mais le fossé d'usage, ça veut dire j'ai la connectivité dans mon quartier ou alors ma ville, mais je n'utilise pas parce que c'est cher. C'est différent. En moyenne, en Afrique, aujourd'hui, fibre combinée avec les mobiles, on a à peu près 46% de couverture de la population du continent africain. Mais quand ça, c'est combiné, fixe et mobile. Mais quand vous prenez, par exemple, en matière de mobile, le fossé d'usage est à peu près 60%.
Mais c'est intéressant ce que vous dites. On a eu ici, comme ailleurs, ces problèmes de data. Les gens se sont plaints des prix, des tarifs. Et quand on y regarde de plus près, on se rend compte que finalement, en Occident, ça coûte rien. C'est quasiment gratuit, l'accès à Internet. Ce sont des abonnements qui coûtent vraiment très peu par rapport à nous. C'est ça aussi qui empêche ce taux d'usage plus important, le tarif. Ça revient à l'abordabilité. L'Internet doit être une nécessité, mais pas un luxe. C'est un moyen pour faire du travail, c'est un outil pour travailler. Ça doit être exactement comme l'accès à l'eau potable, comme l'accès à l'électricité. Malheureusement, en Afrique, ce n'est pas le cas et l'Internet est toujours plus cher. Et c'est dû à 4 choses. L'abordabilité, le prix est très cher. 2, c'est l'accès aux combinés qui sont smart devices. Troisièmement, c'est le contenu. Il faut développer des applications en Afrique dans le contexte local de l'Afrique. Et quatrièmement, c'est la confiance numérique qu'il faut établir avec la population. À cause de ces 4 éléments, nous n'arrivions pas à avoir une pénétration très forte en matière d'Internet. Et raison pour laquelle, c'est parce que l'Internet est cher. Il faut se focaliser surtout sur la masse, avoir l'Internet qui est moins cher et tout le monde adopte. Alors, mais à qui la faute? Nous sommes simples consommateurs. C'est une volonté politique, c'est lié au secteur privé, c'est un mélange des deux? Tout d'abord, c'est un mix. C'est la volonté politique et suivie aussi par l'État. Parce que, et c'est ce que j'ai dit, le cadre réglementaire fait ou défait une nation. Voilà. Alors on va revenir sur ces câbles justement. Selon Télégéographie, un cabinet d'analyse qui suit l'évolution de ce secteur, il a recensé 552 câbles sous-marins existants ou en projet et d'autres sont en cours de déploiement à mesure que l'Internet se répand dans toutes les régions du globe et dans tous les pans de nos vies. À qui appartiennent ces câbles sous-marins? C'est les multinationaux, c'est le secteur privé, c'est des consortiums, par exemple. Les GAFA, oui, ça peut être appartient aux GAFA, comme par exemple Tout Africa, ça appartient à Meta. Donc Facebook, devenu Meta, sont propriétaires de câbles. Et Kuyano, le propriétaire, c'est Google. Et tu as d'autres consortiums, par exemple, comme le WAX, qui appartient Tata, le MTN Group, et quand tu prends le ACE, ça appartient au groupe Orange. Donc, c'est le consortium. Donc, c'est le privé. Est-ce que des États, peut-être même africains, sont propriétaires de câbles? Oui, bien sûr. Mais il faut savoir que le SAT3, par exemple, dans le cadre de la Côte d'Ivoire, ça appartenait à l'époque à Côte d'Ivoire Télécom, mais quand Côte d'Ivoire Télécom a été privatisé, donc tout ça, c'est parti avec la privatisation. Donc, on avait en Côte d'Ivoire, on était propriétaire des câbles. Absolument. D'accord. Ça faisait partie des assets de l'État. Et quels sont les textes qui régissent finalement ce droit? C'est quoi, le droit maritime, parce qu'on nous parle de sous-marins? Non. C'est les régulateurs de télécommunications des pays. D'accord. Ouais. Et c'est le landing, comment on appelle ça, c'est la licence et l'autorisation d'atterrissage des câbles dans les pays. Et ça se passe normalement par le ministère de l'économie numérique ou alors le ministère des transitions numériques et les régulateurs. D'accord. Donc le fait que ça passe par voie maritime n'a aucun impact? Non, pas du tout, pas vraiment, non. C'est surtout, c'est les landing points, comme on le dit, les points d'atterrissage. Ces points d'atterrissage, c'est pour faire quoi exactement? C'est pour fournir des services d'accès à Internet. Donc, c'est les régulateurs du pays d'habitude qui gèrent ça. Et ça dépend des pays. Il y a des pays africains où seulement, ce n'est pas le secteur privé, c'est une combinaison des partenariats publics-privés. L'exemple en Guinée, par exemple, ils ont formé un consortium où l'État est aussi partenaire pour pouvoir vraiment réguler et réglementer tout ça. Alors, les câbles sous-marins ont beau être résistants, tous les 3 jours environ, l'un d'entre eux est coupé dans le monde, selon toujours Télégéographie. Quelles sont les principales causes de ces coupures? Bon, tout dépend. À certaines profondeurs, par exemple, quand on est à 3 km de profondeur, ça ne peut être que naturel. Ça peut être des glissements des rochers. Et quand c'est pas aussi profond que ça peut être dû aux bateaux de pêche ou alors les bateaux qui accostent, ou alors ça peut être du terrorisme quand c'est pas très profond. Mais dans des cas particuliers que nous venons de voir, ça fait une semaine, ça ne fait que... Justement, récemment, donc, vous venez de dire, d'importantes coupures d'Internet ont affecté plusieurs pays africains en raison d'anomalies concernant plusieurs câbles sous-marins. La Côte d'Ivoire aussi a été fortement impactée. Que s'est-il passé exactement? Il y a
Jusqu'à présent, les investigations sont en cours, Oui. il faut le dire, avec les 4 opérateurs du secteur privé qui ont de câbles sous-marins qui ont ça. Qui sont-ils? Parce que nous, on connaît Orange. Il y a le Stade 3. Non, Orange n'est qu'un actionnaire de ACE, mais Orange n'est pas partenaire de ACE totalement. D'accord. C'est le consortium. Toujours un consortium. Ils se regroupent, en fait. C'est le groupe, en fait, oui. D'accord. Voilà. Par exemple, quand je dis le WAX, le MTN est actionnaire dans le WAX, mais il n'est pas propriétaire de WAX. Il y a Tata aussi, Communication, qui est actionnaire de WAX, qui n'est pas propriétaire vraiment. Donc, les câbles, c'est le Stade 3, Oui. c'est le ACE, c'est le WAX et le Main One. Et le seul câble qui a eu de la chance, c'est le câble de Maroc Télécom qui lie Donc, Casablanca. Move pour nous. Exactement, Move, voilà pour nous. Donc, qui a été épargné. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu certainement aujourd'hui toutes les indications. Ça veut dire qu'il y a eu des glissements de rochers au niveau de l'océan à 3 km de profondeur. Mais à partir de là, alors, il y a eu des coupures. Mais cela n'est pas le plus important. Ah oui. Un pays qui a un point d'échange Internet, qui est connecté, point d'échange Internet, ça veut dire qu'on peut bien avoir des serveurs qui sont installés localement, qui lient les services du gouvernement, qui hébergent les services du gouvernement et du secteur privé. Le câble peut être coupé, mais l'administration continue à fonctionner. Mais vous voulez dire quoi? Que quand ça s'est passé, l'administration ne fonctionnait plus? Sur le plan... Internet était coupé aussi pour l'État. Les banques, pour tout le monde. Mais j'imagine qu'une institution peut envoyer un email de son serveur étatique à l'autre institution étatique, Oui. et que si l'Internet ne marche pas par le câble, et si se trouve que les données sont hébergées à l'étranger, mais il ne va pas recevoir. Ah, mais c'est quoi? À part s'ils ont un système quoi, d'intranet ou Non, même pas? Il faut savoir, il y a 6 catégories de services. Il y a le service catégorie d'abord, il y a service public, service privé. Il y a le service du gouvernement au gouvernement. Je parle des applications. Un ministère envoie un email à l'autre ministère. C'est un service du gouvernement à un gouvernement. Où est-ce que les données doivent être hébergées? À l'étranger? Non. Ça doit être hébergé dans le pays. Il y a le service du gouvernement aux citoyens. Où est-ce que le serveur doit être hébergé? À l'étranger? Si c'est hébergé à l'étranger et quand il y a coupure d'Internet, mais bien sûr, c'est impacté. Le service ne fonctionne plus. Mais bien sûr. Et il y a le service aussi du gouvernement aux entreprises. Par exemple, paiement des impôts. Les serveurs doivent être hébergés où? À l'étranger. Alors, quand il y a coupure de câble, c'est impacté. Il n'y a pas de redondance. Donc, il faut vraiment planifier stratégiquement en prenant en compte la souveraineté de l'État. Alors, si on compte sur tous les services, les 6 services qui est gouvernement au gouvernement, gouvernement aux entreprises, gouvernement aux citoyens, et on a le service des entreprises, entreprises aux citoyens, entreprises à l'entreprise et citoyens aux citoyens, ça dépend de la maturité numérique. Alors, tous ces services, il faut les analyser stratégiquement. Quels serveurs, quelles données doivent être hébergées à l'étranger ou alors dans le pays? Mais dans le cas d'espèces des pays concernés, notamment le nôtre, tous ces serveurs sont à l'étranger, vous nous dites? Ça, je n'en sais rien. Mais si le fonctionnement de l'État est impacté, certainement, ce n'est pas hébergé ici. Si ce qui s'est passé a impacté le bon fonctionnement de l'État, c'est que ce n'est pas hébergé ici. Mais nous, ça nous a impacté, nous, consommateurs, population, directement. Parce que si vous utilisez, par exemple, des applications comme le WhatsApp, Oui. dont le serveur est hébergé aux États-Unis, mais naturellement, vous serez impacté. Si un membre du gouvernement échange des données du gouvernement par WhatsApp, bien sûr, ça ne fonctionnera pas, parce que WhatsApp est dans les catégories d'entreprise aux clients. Oui, mais ce que je ne comprends pas, par exemple, prenez le cas de WhatsApp, parce que tous ces GAFA, si on prend Facebook, Meta, X... C'est du B2C. Mais ils sont tous de l'autre côté, ils sont tous des États-Unis, donc les serveurs vont forcément rester là-bas, on ne peut pas les importer. Ce n'est pas forcé, c'est l'État qui demande que les données soient délocalisées. Il y a certains pays en Afrique ici, que je ne citerai pas seulement, ils ont imposé avec des réformes, tout ce qui est donné de l'État dans le pays doit rester à l'État. Smart Africa, et ça, c'est un de nos points forts. Nous disons que les données africaines doivent rester sur le continent africain, les voix africaines doivent rester sur le continent africain. Donc c'est possible, ce que vous nous dites. Bien sûr, ce n'est pas impossible, c'est possible.
Alors justement, on parlait de Smart Africa que vous présidez, qui est né d'une volonté finalement politique de transformer l'écosystème numérique en Afrique. Qu'est-ce qui a été fait concrètement jusqu'à maintenant? Ça fait 5 ans que depuis ma prise de fonction, tout marche très bien. On est parti, on est pratiquement 40 à 41 pays aujourd'hui, mais ce n'est pas ça le cas. Les projets aujourd'hui, les projets phares qui sont sortis, nous avons 37 initiatives dans le pipeline, dont nous avons 12 projets aujourd'hui sur l'échelle continentale, dont nous avons déjà fini les pilotes. Notamment, je parle de free roaming. Et free roaming qui veut dire que quand vous vous déplacez d'un pays africain à l'autre pays africain, vous ne devez pas être chargé le frais de roaming, exactement comme se passe en Europe. Et le projet intra-africain, et dont nous appelons chaque pays à être interconnecté au moins 2 de ses voisins. Si c'était le cas en Afrique, ce que nous avons vécu depuis la semaine passée, ça n'allait pas se passer. Ça aurait été un plan B, en fait, plan de secours. Mais bien sûr, parce que tous ces câbles sont autour du continent, mais à l'intérieur du continent, on a des pays qui sont enclavés, qui n'ont qu'une seule connectivité, alors que ça ne va pas. Donc, troisièmement aussi, qui est le African Federated Cloud System, c'est-à-dire le cloud. Avoir un data center est une chose, utiliser les services de cloud, c'est autre chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Afrique ne contrôle que 1% du cloud, du data server mondial. Il y a 8000 serveurs, il y a 8000 data centers dans le monde. L'Afrique n'a que 80. Ça représente 1%. Donc, rien. Rien du tout. Donc, ce qui veut dire que nous ne contrôlons pas aujourd'hui l'économie numérique. Mais finalement, nous, on est quoi? On est condamnés à être des consommateurs, les Africains? On n'est que des consommateurs? Et ça, c'est le combat. Nous ne devons pas être des consommateurs parce que la technologie, c'est la seule chose dont on peut évoluer sans la personne qui vous a colonisé. C'est toujours dans le contexte local. Et dans la technologie qui veut dire la disruption, c'est-à-dire innovation par rupture, qu'est-ce que cela veut dire? On ne suit jamais les règles, on suit des choix. Et c'est ce que nous avons raté. Mais là, bon, ça concerne un peu l'Union africaine, ça concerne plusieurs pays, mais vous voyez bien qu'il y a un différentiel énorme d'un pays à un autre sur le continent. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour y pallier? Bon, on voit ça beaucoup dans la dynamique de Smart Africa, bien sûr, qui englobe les pays anglophones, les pays francophones, les pays lusophones, les pays arabophones. Et on voit exactement le taux de progrès de chacun pays. Ça dépend aussi de la culture dont le pays est issu de. Et ce sont les pays anglophones qui, visiblement, ont une certaine avance sur les pays francophones. Mais les pays francophones aussi font un grand pas. Hein. On voit le Sénégal, on voit la Côte d'Ivoire, on voit le Bénin aussi récemment. Alors les pays francophones font aussi bien. Mais il faut dire que puisque Smart Africa, c'est une coalition de bonne volonté, par exemple le Ghana aujourd'hui a dépassé la plupart des pays africains, c'est parce qu'ils ont la volonté de faire la chose. Comme le Rwanda. Exactement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays comme le Rwanda en Afrique, hein, grâce à ces activités de Smart Africa depuis 5 ans, puisque les pays ils font la compétition entre elles-mêmes. Dernier point sur ce câble, cette technologie. 90% des communications entre l'Europe et l'Asie passent par le golfe d'Éden. On est tous conscients des conflits en cours, de la mer Rouge au Yémen. Est-ce qu'un conflit dans cette zone pourrait avoir de graves conséquences? Oui, graves conséquences sur le plan international parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde global. Mais il faut dire que vers la mer Rouge, avec le golfe d'Éden, l'Afrique de l'Ouest, avec les autres câbles, on peut être quand même épargné. C'est comme aujourd'hui, la semaine passée, ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de pays au Moyen-Orient et vers le golfe d'Éden ont été épargnés. Mais il faut dire que c'est un risque parce que l'Égypte seulement, il y a 11 câbles sous-marins qui traversent l'Égypte. Et un pays comme Djibouti, qui n'a que 1 million de population, ils ont 11 câbles sous-marins qui traversent ces ports. Ça veut dire qu'ils ont une meilleure connexion ou ça n'a pas de... Mais bien sûr. Ah, d'accord. Ils ont plus de redondance car la probabilité que les 11 câbles se coupent, alors là, vous voyez. Et nous, vers la Côte d'Ivoire, on a combien de câbles? On a 5. On a le SAT3, ACE, WAX, Main One et le câble de... Il nous en faudrait plus? Plus, mais bien sûr. Oui. Plus de redondance, mieux. Et puis, il faut voir. Avoir une station de câble, ça ne veut pas dire seulement pour le pays, mais ça permet à la Côte d'Ivoire d'être un gateway
pour pouvoir vendre la capacité aux pays qui sont enclavés. Et il faudrait peut-être qu'il y ait des structures africaines et ivoiriennes qui soient propriétaires de ces câbles. C'est important. Est-ce possible actuellement? Bien sûr, c'est impossible. D'accord. C'est la volonté politique toujours. Ça sera le mot de la fin. Merci infiniment vraiment pour tous ces éléments de réponse, tous ces éclairages sur cette technologie et qui est assez complexe, mais nous avez permis de comprendre un peu mieux comment tout cela fonctionne. Donc merci. Pour tous vos éléments de réponse, Monsieur Lassina Koné, PDG donc de Smart Africa. C'est la fin de cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis et restez sur RTI 1. Merci beaucoup. Merci.